L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jérémy Ferrari. Ça réveille le matin d'avoir Jérémy Ferrari en plateau avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. C8 va diffuser samedi soir votre spectacle Vend deux pièces à Beyrouth. C'est un spectacle que vous produisez sur scène, seul, un one-man show depuis 2 ans maintenant, c'est ça ? Ouais, c'est un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Et puis un documentaire à 23h30, Jérémy Ferrari, Emporté par la fougue. C'est un documentaire réalisé par Thierry Colby qui vous a suivi pendant près d'1 an. Un petit peu partout dans le monde, dans vos tournées. Il a interrogé des proches, même en vos vacances. Même en vacances, oui, absolument, en canoë, c'est ça, en kayak. Ouais, il a eu du mal à avoir des images en vacances. On a dû l'organiser et le caler dans le planning, parce qu'il n'y avait pas de vacances de prévu. Mais oui, c'était pour le tournage. Vous ne partez jamais en vacances, c'est ça ? Pas beaucoup. Donc le documentaire est faux, quoi. En gros, on raconte n'importe quoi. Non, parce que du coup, j'en ai profité pour prendre réellement une semaine de vacances, mais j'avais prévu de la prendre un peu plus tard. Mais je prends toujours des vacances dans cet endroit et je vais toujours faire du canoë. Toujours du kayak. Toujours on du a bien kayak. compris, vous, c'est le kayak. Alors, kayak. Jérémy Ferrari, quand on tape votre nom sur Internet, quand on commence par Jérémy, avant vous, il y a Jeremy Irons, donc le comédien. Après, il y a Jérémy Mix. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. Non. C'est le mannequin comédien criminel. C'est celui qui a les très beaux yeux bleus. C'est un joli CV. Voilà. Ensuite, il y a Jérémy Frérot. D'accord. Après, il y a Jérémy Lin, qui est un basketteur chez les Hawks d'Atlanta. Et ensuite, Jérémy Ferrari. Donc, pas mal quand même. Donc, je suis en dernier quand on tape mon nom. Non, il y en a d'autres derrière vous. Il y en a plein. Je vous donne les autres. Et alors, après, On quand va on être tape. gentil, on ne donne pas le nom des gens qui sont derrière Voilà. vous. Vous voyez, Après, quand on tape Jérémy Ferrari, il y a spectacle, Vend deux pièces à Beyrouth DVD. On ne demande qu'à en rire. Alléluia bordel, sketch spectacle et femme. Donc finalement, oui, c'est ce qui intéresse le moins les gens. C'est bien. C'est pas mal, non ? Moi, je trouve ça très chouette. C'est plutôt chouette qu'on ne dise pas compagne, amie, etc. Ça montre que les gens s'intéressent plus au spectacle qu'à ma vie privée. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Donc vous avez été révélé par l'émission On ne demande qu'à en rire sur France 2. C'était en 2010, c'est ça, entre 2010 et 2012. Et c'est vrai que vous avez un humour très noir, très. Vous riez de tout en fait. Et c'est vrai que ça fait du bien aujourd'hui où on sent qu'il y a un petit peu plus de limites qui sont mises. Moi, la question que je me posais, c'est comment on arrive à cet humour-là ? Comment on a cette tournure d'esprit de se moquer de tout, de l'obésité, du suicide, du racisme. Votre spectacle commence très fort avec les attentats. Comment ça vous est venu ? En fait, je me suis jamais posé la question de savoir quel type d'humour j'allais faire. Moi, c'était l'humour que j'avais et que je pratiquais au quotidien. Après, quand j'ai fait On ne demande qu'à en rire, c'est vrai qu'on a mis un nom sur ce que je faisais. On a appelé ça humour noir, ce que j'accepte parce que c'est vrai que c'est l'humour noir. Même si parfois je trouve ça un peu réducteur parce que humour noir, moi j'ai toujours l'image d'un mec qui nous fait 1h30 de vanne sur le cancer de manière totalement gratos. Et c'est quand même très éloigné de ce que je fais. Donc non, mais c'est iconoclaste. Mais en tout cas, moi, je pense que ça fonctionne parce que c'est dans la sincérité. Ce que je veux dire, c'est que c'est juste. Je parle juste de la vie. Dans la vie, il y a des choses chouettes et puis des choses qui sont parfois moins chouettes. Moi, je me concentre sur les choses moins chouettes parce que je trouve que c'est ce qui permet aux gens, quand on est sur scène et qu'on va sur ces sujets-là, c'est ce qui apporte le plus de rire et ce qui fait le plus de bien. Oui. C'est l'humour noir. La définition, c'est une forme d'humour qui souligne avec cruauté, amertume et parfois désespoir l'absurdité du monde face à laquelle. Voilà. Le mec avec la définition n'était pas très drôle. Non, il n'était pas très drôle, mais je suis d'accord. Mais c'est une manière de dire que oui, moi je vous avais pas vu sur scène, j'avais vu quand vous étiez chez Laurent Ruquier. C'est vrai que votre spectacle, on est un peu saisi quand même. Vous dites aux gens qui sont dans la salle, voilà, il y a eu le Bataclan, il est possible, il y a même certains qui aura peut-être un attentat ce soir. Ouais, mais ça c'est justement un bon exemple parce que vous voyez, de ce que j'appelle ne pas faire les choses gratuitement, parce que c'est ça qui est important. Arriver et faire des vannes horribles sur un sujet juste parce qu'on a envie de donner son avis sur un sujet de manière totalement gratuite, pour moi c'est loupé. C'est pas ça faire de l'humour. Pour moi, il faut prendre un sujet, il faut qu'il y ait un fond, il faut qu'il y ait une dénonciation derrière. Quand j'ai écrit Vend deux pièces à Beyrouth, j'avais déjà prévu de parler des attentats, de la guerre, des conflits armés, de la géopolitique, etc. Et il se trouve que j'ai fini d'écrire le spectacle et 3 mois après, c'est ma première, et 3 mois avant ma première, il y a les attaques du Bataclan. Donc c'est là où vous avez réécrit en fait. Oui, je suis complètement obligé de réécrire le spectacle parce que, en tout cas le début, parce que comment vous voulez que je me dis, je suis obligé d'en parler, mais comment j'en parle ? Et ça, c'est un très bon exemple parce que je me dis de quelle manière je parle de ça. On est tous bouleversés, moi aussi. Donc déjà, il faut prendre le recul. Et comment je vais traiter ça avec mon humour ? Si je le traite avec plus de douceur, ça va gêner tout le monde, les gens vont pas comprendre. Si j'en parle pas, les gens comprennent pas. Et si j'en parle, il n'y a pas de douceur, je vous rassure. Alors exactement. Pourquoi ? Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je me suis dit, ce sujet, c'est tellement pas le moment d'en parler. Mais je suis tellement obligé de le faire
que je vais le faire à 400%. Donc je vais démarrer le spectacle avec ça, et je vais pas être méchant à 100%, je vais être méchant à 400%, parce que plus vous allez loin, plus c'est absurde, parce que moins c'est crédible. Si vous faites une vanne d'humour noir à 100%, c'est crédible. 80%, c'est gênant et c'est crédible et c'est moins drôle. 400%, on se dit personne n'est aussi méchant. Même la plus grosse pourriture de l'humanité, elle va mettre un peu de forme pour dire ça. Jamais elle dira ça comme ça. Ouais. Donc c'est là où les gens peuvent prendre le recul. J'ai eu des retours. Alors moi j'ai trouvé ça très drôle. Donc, mais est-ce que vous avez des retours des gens qui sont un peu gênés quand même? Ça peut. Après maintenant c'est le deuxième spectacle. La plupart des gens quand même qui viennent. Oui, comme ils vous connaissent, ils généralement savent. Après il est certain que surtout encore une fois dans les premières représentations où vraiment le Bataclan ça venait d'arriver. C'est arrivé parfois que pendant 1 ou 2 minutes les gens soient un peu circonspects, mais il est complètement taré, est-ce qu'il va vraiment il va là-dessus? Et puis qui va être le premier à rire? Et puis comme en fait je ne fais que aller de plus en plus loin et que le sketch sur le Bataclan il dure pas 3 minutes, il dure 20 minutes. Donc, de toute façon, soit tu sors, soit tu ris, parce que de toute façon je n'arrête pas d'aller de plus en plus loin. Et au final, il y a eu très 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 peu de gens qui partaient ou genre pas plus que sur l'ancien spectacle sur la religion par exemple. Vous avez la trouille quand même. Enfin, c'est ce que vous dites dans le documentaire, que parfois vous avez la trouille quand même quand vous montez sur scène. Vous ne savez pas la réaction que vont avoir les gens. Là c'est vraiment la plus grande peur de ma vie, ce truc du Bataclan, parce que donc déjà j'ai un nouveau spectacle qui dure 2 heures, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. En plus, j'ai écrit 20 minutes sur le Bataclan. Je veux dire, au moment où moi je monte sur scène, les gens sont fouillés avant d'entrer dans le théâtre. Et c'est quelque chose qui est nouveau. Et on ne fait parler que de ça à la télévision. Et je dois monter sur une scène devant 1000 personnes et dire bon, de toute façon, on va forcément se faire attaquer ce soir. Je veux que vous mouriez avec plus de classe que ceux qui nous ont fait là-bas. C'est quand même, j'ai quand même conscience de ce que je dis. Donc oui, je suis terrorisé et en même temps, je sais que je le fais pour les bonnes raisons. Et comme je sais que je suis bienveillant et que j'ai pas de, c'est pas dans c'est pas gratuit, c'est ce que vous dites. Voilà, et c'est là où je trouve la force d'y aller en me disant, je fais quelque chose qui est sincère et qui est chouette pour les gens, et tu vas y aller et ils vont le sentir. Et c'est ça qui fait que j'ai ce lien avec les gens. Rémi. Oui, dans Alléluia Bordel, et vous parlez, votre spectacle était sur la religion, mais là aussi dans votre vente de pièces à Beyrouth, il y a quand même à Beyrouth, il y a aussi l'histoire des religions. C'est un thème qui vous, alors que vous vous affichez athée, pourquoi vous tenez tant à c'est pour leur taper dessus? Non, pas du tout, parce que moi, très sincèrement, déjà, il y a plein d'axes différents et plein de manières de parler de la religion différentes. En l'occurrence, sur le premier spectacle, je parlais des extrémismes religieux et du communautarisme de manière générale. Et c'était une volonté de rassemblement, au contraire. Et en aucun cas, dans le premier spectacle, par exemple, je me moquais de la foi ou des croyants, parce que moi, je suis pas croyant, mais ça irait contre mon message. Moi, je suis pour la liberté d'expression et de pensée et de parole. Donc, chacun fait ce qu'il veut. C'était vraiment pour là, ça change un peu pour parler sur le deuxième. Sur le deuxième, je donne pas mon avis non plus. Si vous écoutez, vous moquez un peu. Après, je sais pas ce que vous appelez vous moquer. Après, je suis un humoriste, donc forcément, je fais un peu des vannes et je taquine. Mais sur le vent de pièces à Beyrouth, tous ses apôtres, ils étaient tous gays là-dedans. Ça, c'est des faits. le truc, c'est que sur vent de pièces à Beyrouth, je suis obligé d'évoquer la religion à partir du moment où c'est un conflit armé où on parle d'un groupuscule qui se revendique. Vous nous faites une histoire effectivement de l'islamisme. Mais vous vous documentez vachement. Je fais pas une histoire de l'islamisme. Je fais une histoire de la religion musulmane. De la religion musulmane. Je suis d'accord. Et j'évoque évidemment les extrémistes religieux à l'intérieur de l'histoire de la religion musulmane. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jérémy Ferrari, 0826 300 300. On parle de son spectacle qui sera diffusé sur C8 samedi soir à 21h avec un documentaire à suivre. Jérémy Ferrari, emporté par la fougue. On y revient dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio avec Jérémy Ferrari. Jérémy Ferrari qui sera sur scène dans votre petit écran sur C8. Donc, Vent 2 pièces à Beyrouth, ce spectacle Jérémy Ferrari que vous jouez depuis ce one-man show depuis 2 ans maintenant. Il y a un DVD également, on le signale, pour les fêtes de Noël. C'est aussi un bon cadeau. Et puis un documentaire, Jérémy Ferrari, emporté par la fougue, qui retrace votre carrière. Une question, et on en parlait pendant la coupure, comment on devient humoriste? Comment on fait du one-man show? Quand vous étiez petit, vous vouliez faire quoi? Quand j'étais petit, je voulais faire ça. Alors, je sais pas comment on dit humoriste, sinon j'aurais mis moins de temps. mais je crois qu'il n'y a pas de formule. Vous n'avez pas mis très longtemps, vous avez commencé jeune quand même. Ah, mais c'est pas parce qu'on commence jeune qu'on met pas réussit beaucoup de temps. Suite, les années de 17 ans à presque 27, ça fait 10 ans, pareil que si c'est de 27 à 37. Donc ça restait pour moi, en tout cas, ça a été
long. En fait, c'est pas le fait que ce soit ça mette 10 ans, parce que j'avais même pas vocation, moi, de réussir, devenir une star. Ouais. Moi, je voulais juste gagner ma vie avec mon métier. Ce qui était difficile, c'est qu'avec ce que je faisais comme humour, j'étais même pas intermittent. J'arrivais même pas à gagner ma vie avec mon métier. Ouais. C'est ça qui était plutôt difficile et long. Après, ce qui, moi, m'a donné envie de faire ce métier, c'est que ma mère adorait Pierre Palmade. Et un jour, je la vois se marrer devant le Scrabble de Pierre Palmade. Je sais pas si on visualise, mais il est assis à une table et il y a 3 personnages imaginaires autour de lui, sa fille, son fils et sa femme. Et en fait, moi, je ne comprends pas. Je sais pas, j'ai 9 ans, 10 ans, et j'arrive pas à comprendre le concept de ce mec qui parle à des personnages imaginaires et qui nous fait rire avec. Et je trouve ça magique, moi, en fait. Et donc, ça me passionne et je me mets à regarder les vidéos. Je sais pas si ça me fait rire, mais juste j'analyse, en fait, la manière dont je comprends pas comment il fait pour mettre des images dans notre tête. Et puis, après, je pars à Paris pour essayer de percer dans ce milieu. Puis après, moi, en tout cas, parce que je sais pas si j'ai le même parcours que tout le monde, mais en tout cas, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais absolument déterminé à ne pas changer ce que je faisais. Parce que quand j'ai essayé de faire des castings pour des éponges ou des trucs comme ça, mais ça, c'est pas comédien votre truc, oui, c'est ça. C'est pas. Interpréter des choses qui ne correspondent pas à ce que j'ai envie de faire ou à ce que j'aime. J'étais incapable de faire quelque chose que j'aimais pas. Donc, je me suis dit, ça sera ça ou rien. Et après, c'est vraiment ça a failli être rien d'ailleurs. Hein, vous avez hésité. Failli être rien. Ouais. On n'est vraiment pas passé loin du rien. Ouais. Et c'est votre mère, vous le racontez dans une interview, qui aussi a une forme d'humour très particulière, a beaucoup joué avec vous et qui a fait, c'est un peu la question que je vous posais au début, qui a fait que vous avez cette tournure d'esprit, ce regard qui est très particulier et cette manière d'exprimer l'humour. Oui, parce que on est des gens. Moi, je dis toujours, je suis un vrai terrien dans le sens où on est des gens qui avons toujours. Je dis nous, c'est le milieu dans lequel j'ai grandi. Mes parents. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire. Mes parents étaient le commerçant de proximité. Dans un quartier à Charleville-Mézières. Et on a. Mes parents m'ont jamais menti, m'ont jamais essayé d'arrondir les angles sur parfois la cruauté de ce monde. Ils ont toujours été très cash. Et la manière qu'avait ma mère de faire passer les trucs, c'était d'en rire. Donc, quand on est fils de commerçant dans un quartier populaire, moi, je ne stigmatise pas les quartiers. Je suis le premier à dire qu'il y a des choses magnifiques, de la force, du courage, de l'abnégation. Enfin, voilà, des gens, puis tout simplement des gens normaux. Et puis, vous avez évidemment des gens qui sont écrasés par la vie, des choses plus difficiles. Et c'est vrai que ma mère, parfois, quand moi j'étais dans le magasin et que je voyais quelque chose qui se passait, il fallait bien arriver à me l'expliquer. Et donc je me rappelle un matin, par exemple, c'est un exemple que j'ai, j'en ai des millions, mais un exemple, c'est une dame qui rentre dans la boutique de mes parents, mais je sais pas, il est 8h30 du matin, et elle est complètement bourrée, et elle rentre dans la boutique, elle se penche pour attraper encore des bouteilles de rosé, et elle tombe dans le rayon des bouteilles de rosé. Donc là, moi j'ai 8-9 ans, je vois ça, il est 9h du matin, je dis à ma mère, pourquoi elle fait ça, la dame? Et ma mère me dit, t'as vu la tête qu'elle a, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre? Puis voilà, et donc je rigole, et on passe à autre chose. On comprend mieux, oui. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucune explication cohérente à donner à un enfant de 9 ans, alors vaut mieux le faire rire. Et puis après, elle me prend par la main, puis on va faire autre chose. Donc c'était une manière que m'a donnée ma mère de regarder les choses avec lucidité, sans en être trop affecté. Vous faites partie du top 5 des spectacles les one-man show les plus vus en 2016. C'était l'année dernière avec Jeff Panaclock, Eric Antoine. Vous faites vraiment partie de cette nouvelle génération d'humoristes et de, je sais pas comment on dit, je trouve pas le mot, c'est humoriste que. Oui, c'est humoriste, c'est ça. Humoriste. Donc vous avez trouvé votre place en fait, avec un style bien particulier. Parce que les gens, on a toujours voulu nous faire croire que l'humour noir ou provocateur était segmentant. Moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. D'ailleurs, ça me fait toujours marrer parce que l'humour noir, c'est segmentant. Et après, quand on nous cite 2 humoristes préférés des Français, on nous cite Desproges et Coluche. Ils sont des représentants de l'humour noir. Donc, je crois que c'est pas vrai. Moi, je crois simplement que jamais un humoriste n'a fait l'unanimité. Seulement, un mec qui fait des trucs comme moi, je te laisse pas indifférent. Si tu aimes pas ce que je fais, c'est pas juste je te fais pas rire, c'est que je te dérange. Donc tu vas en parler. Tu vas dire Ferrari, je l'aime pas. Alors que quelqu'un qui fait de l'humour plus, on va dire plus accessible, plus lisse, juste soit il te fait marrer, soit il t'indiffère. Donc je crois pas Vous êtes plus clivant, quoi. Voilà, mais je crois pas que je crois pas que ce soit plus segmentant qu'un autre humour, parce que je crois justement que l'humour provoque, etc. C'est ce qu'il y a de plus sincère avec les gens. Et je crois que les gens ont surtout besoin de sincérité. Les gens sont pas bêtes. On peut aller très très loin. Par exemple avec les handicapés. Oui, de toute façon, à la télévision, j'ai fait tous les thèmes possibles.
Mais ça m'amusait. Moi, je m'étais fait une grille dans ma tête. J'ai dit, je vais faire tous les thèmes possibles les plus chauds parce que c'était mon challenge personnel. Je m'amusais avec ça. Et à partir du moment où on fait les choses avec sincérité, les gens aiment ça parce que c'est l'humour qu'on fait dans notre quotidien. Dans notre quotidien, on se moque de nos collègues. C'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Vous dites tout haut ce que les gens pensent tout bas. Mais il faut le faire vraiment avec des bonnes intentions. Alors, vous terminez votre spectacle par toute une séquence j'emmerde les uns les autres, les hommes politiques. C'est un peu une crise de confiance que vous traduisez vis-à-vis des politiques. Je voudrais connaître votre avis vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes en ce moment, qui traduit un peu la même chose d'une autre façon, non ? Je ne sais pas si ça traduit la même chose, que ce sont deux sujets vraiment très différents. À la fin du spectacle, c'est dans un contexte très particulier où effectivement je crie ma colère et pour une fois je la crie de manière gratuite. Et après, donc ça a plutôt rien à voir avec le mouvement des Gilets jaunes. Mis à part peut-être quand même, vous avez raison, finalement, la colère. Les Gilets jaunes, c'est la colère, c'est la représentation de la colère. Ce que je pense de ce mouvement, c'est qu'il est représentatif d'un point de vue général et d'un ras-le-bol général de la France. À force de systématiquement manipuler les gens, de leur mentir, de réduire leur liberté, de réduire leur expression, de réduire leur pouvoir d'achat et surtout de leur mentir en permanence. Les gens ne sont pas bêtes. Alors, si tu es dans un pays où tu donnes ce qu'il faut aux gens pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent s'épanouir, pour qu'ils puissent s'occuper correctement de leur famille et que tu leur mens, ça passe à peu près, tu vois, ça passe, saute, c'est pas ouf. Mais là, ils passe. sont arrivés au bout de quelque chose. Mais là, en fait, tu détruis leur vie, leur liberté. Dès que tu sors la tête de chez toi, tu te fais alpaguer par un mec avec une facture, tu sais même pas d'où il sort. Et en plus, quand tu vas aux élections, on te présente deux mecs, tu as envie de voter ni pour l'un ni pour l'autre. C'est bien ce qu'expriment les Gilets jaunes, là, aujourd'hui. C'est vraiment dans la continuité de votre spectacle. C'est pour ça que je dis que ce mouvement des Gilets jaunes, il ne faut pas le voir comme, je pense, un mouvement des Gilets jaunes, il faut le voir comme un état d'esprit général des Français. Parce que là, vous avez le mouvement des Gilets jaunes, c'est des gens qui ont la possibilité d'aller dans la rue. Et ça ne représente pas forcément uniquement ceux qui ont envie de le faire. Parce que je pense que si tous ceux qui avaient envie d'y aller pouvaient y aller, je pense qu'il y aurait un peu plus de monde dans la rue. Il y a 70% en gros des Français qui soutiennent le mouvement. Il y a eu 2 sondages coup sur coup, donc 7 Français sur 10. Effectivement, c'est beaucoup. Ce qui est normal. Même un mec qui n'a pas de bagnole, il va dire oui, ils ont raison. Parce que c'est juste d'arrêter. Parce que c'est au-delà de la voiture. Bien sûr, parce qu'on est bien au-delà de la voiture. Votre prochain spectacle, ça va être sur quoi ? Sur la santé. Ah, d'accord. C'est quand ? Et c'est pour quand ? Ça va démarrer en janvier 2020. Là, je fais le travail de... c'est loin, janvier 2020, dites donc. Ouais. Je sais que vous êtes impatient. Oui. Mais parce qu'il y a toujours un travail de... Vous allez allumer encore quelques ONG qui tournent autour de la santé ou pas ? Je les cible pas, mais si elles sont sur mon passage et que je trouve des choses sur elles... Parce que vous vous documentez beaucoup quand vous travaillez vos spectacles. Oui, en fait, je travaille toujours avec des professeurs. Par exemple, le vent de pièces à Beyrouth, j'ai bossé avec un prof de géopolitique. Comme moi, je suis pas allé à l'école, j'ai arrêté l'école très jeune. Je pensais pas que ça serait un avantage dans la vie, mais ça l'est parce que ça me permet de faire des spectacles avec des thèmes dits intelligents et de le faire de manière très populaire. C'est-à-dire que même si tu connais rien en géopolitique ou en histoire, tu peux regarder Vent de pièces à Beyrouth, tu vas te marrer quand même parce que c'est dit par un mec qui est pas allé à l'école. Donc, du coup, je l'explique tout à ma manière. C'est très précis. Parce qu'on travaille beaucoup sur la précision. Parce que c'est très important. Déjà, pour pas dire de conneries. Moi, je m'en voudrais beaucoup de me rendre compte, au bout de 2 ans, que j'ai prôné quelque chose qui était faux, et surtout pour essayer de rester objectif. Alors, quand on regarde mes shows, on se dit, il est absolument pas objectif ni neutre, mais au final, je me base uniquement sur des faits. Neutre, non, ça vous pas neutre. En tout cas, je me base sur des faits. Je me base vraiment sur des faits. Et quand je dois prendre parti, je me mets toujours du parti de ceux qui veulent la paix. Comme ça, je me dis au moins, si j'ai dit une connerie, ça ne met pas de l'eau au moulin. Quand vous dites, moi, je voterai blanc quand... je voterai quand le vote blanc sera reconnu, mais... Sera comptabilisé. Sera comptabilisé, mais vous avez un positionnement politique un peu plus... que vous détaillez un peu, ou vous en restez à ce niveau-là ? Mon positionnement politique est que je ne vais pas voter et que j'irai voter quand on comptabilisera le vote blanc. Donc pour le coup, il est assez clair. Ça veut dire que j'ai jamais été convaincu par. En fait, je suis totalement apolitique. Je ne fais partie d'aucun parti. Je n'ai jamais été convaincu par un des seuls des candidats qu'on nous a présentés jusqu'à présent. Merci Jérémy Ferrari d'être venu ce matin sur Sud Radio. Donc Vent de pièces à Beyrouth, votre spectacle sera diffusé samedi soir sur C8 à 21h et puis à 23h30, Jérémy Ferrari emporté par la fougue, qui retrace votre carrière, et vous êtes très discret d'une manière générale sur votre vie privée. On voit quand même vos parents qui... Là, ça vous a coûté, ça vous a coûté d'avoir la caméra avec vous pendant 1 an, de Thierry Colby. Ouais, heureusement que c'était Thierry parce que il est d'une bienveillance, voilà. Mais c'est vrai que ça a été
ça faisait longtemps que on me disait c'est bien de montrer un petit peu qui tu es. Oui, absolument, c'est très intéressant. Merci infiniment, Jérémy Ferrari. Nous, on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour parler d'un sujet qui pourrait vous inspirer, la sexualité des Français. C'est sur Teva ce soir.